La nuit du 23 octobre 2024, les gardes forestiers de la région des Vosges ont fait une découverte qui défie toute logique. Au cœur de la forêt dense, à plus de 15 km de toute civilisation, ils ont trouvé un homme, pas n'importe quel homme, un homme qui avait disparu en 1987, il y a 37 ans. Son nom était inscrit sur les registres des personnes disparues depuis des décennies. Marcel Fontaine, 63 ans aujourd'hui, mais avec l'apparence d'un homme bien plus âgé, usé par le temps et la nature. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa barbe descendait jusqu'à sa poitrine, et ses yeux portaient le poids d'années de solitude absolue. Mais ce n'est pas son apparence qui a bouleversé les enquêteurs, c'est la phrase qu'il a murmurée quand ils l'ont trouvé. Une phrase si troublante qu'elle a immédiatement déclenché une enquête nationale. Les autorités ont d'abord cru à une confusion mentale, au délire d'un homme ayant perdu la raison dans l'isolement. Pourtant, chaque mot qu'il prononçait correspondait à des faits vérifiables, à des détails que personne ne pouvait connaître. Cette découverte a rouvert des dossiers classés, réveillé des fantômes du passé, et posé une question terrifiante. Comment un homme peut-il survivre seul dans une forêt pendant 37 ans? Et surtout, pourquoi? Quand les médias ont commencé à relayer l'histoire, le monde entier s'est figé. Les théories se sont multipliées. Certains parlaient d'amnésie, d'autres de fuite volontaire, quelques-uns même évoquaient des phénomènes inexpliqués. Mais la vérité était bien plus sombre et complexe que tout ce qu'on pouvait imaginer. Marcel Fontaine avait 26 ans quand il a disparu. C'était un père de famille. Mari aimant, mécanicien respecté dans son village de Saint-Dié-des-Vosges. Le 12 août 1987, il est parti faire une randonnée matinale, comme il le faisait chaque dimanche. Il a embrassé sa femme Claire et leur fille de 3 ans, Amélie, avant de s'enfoncer dans les sentiers familiers qu'il connaissait par cœur. Il devait revenir avant midi. Il n'est jamais rentré. Les recherches ont été massives. Des centaines de bénévoles ont ratissé la forêt pendant des semaines. Des chiens policiers, des hélicoptères, des équipes spécialisées en recherche et sauvetage ont exploré chaque recoin. Rien, aucune trace, comme si Marcel avait été englouti par la terre elle-même. Au fil des années, sa femme Claire a continué à chercher, refusant d'accepter qu'il soit mort. Elle organisait des battues annuelles à la date anniversaire de sa disparition. Mais le temps a fini par éroder l'espoir. Claire est décédée en 2019, emportant avec elle le mystère et le chagrin. Leur fille Amélie, aujourd'hui adulte avec ses propres enfants, avait appris à vivre avec l'absence d'un père qu'elle ne se souvenait presque plus. Alors imaginez le choc quand la police l'a appelé pour lui dire « Nous avons retrouvé votre père, vivant ». Maintenant, avant de continuer cette histoire incroyable, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. La cabane était invisible depuis les sentiers. Construite dans un renfoncement rocheux, protégée par des années de végétation sauvage, elle se fondait parfaitement dans l'environnement. Les gardes forestiers ne l'auraient jamais trouvée si l'un d'eux n'avait pas remarqué une légère fumée s'échappant entre les arbres. En s'approchant avec précaution, ils ont découvert une structure rudimentaire mais étonnamment solide. Des branches entrelacées, de la mousse pour l'isolation, un toit fait de feuilles et d'écorces superposées avec une précision presque architecturale. À l'intérieur, des outils façonnés à partir de pierres et de bois, des récipients creusés dans des troncs d'arbres, un système de collecte d'eau de pluie ingénieux. Et Marcel Fontaine, assis près d'un petit feu, les observant avec des yeux qui semblaient avoir oublié ce qu'était la présence humaine. Quand le garde forestier principal s'est avancé et a demandé son nom, Marcel est resté silencieux pendant de longues minutes. Puis, d'une voix rauque qu'il n'avait probablement pas utilisée depuis des années, il a murmuré « Je ne pouvais pas revenir. Il m'aurait tué. » Ces mots ont glacé le sang des gardes. Qui l'aurait tué? Et pourquoi? Marcel tremblait en parlant, ses mains agrippant une couverture tissée de fibres végétales. Les gardes ont immédiatement contacté les secours médicaux et la gendarmerie. Dans l'heure qui a suivi, la clairière était remplie de policiers, de médecins et d'enquêteurs. Marcel a été transporté à l'hôpital le plus proche, où les examens ont révélé un état physique remarquable pour quelqu'un ayant vécu dans de telles conditions. Certes, il était dénutri et déshydraté, mais son corps s'était adapté. Ses muscles étaient développés d'une manière inhabituelle, témoignant d'années de survie active. Ses poumons étaient clairs malgré des décennies d'exposition aux éléments. C'était comme si son organisme avait évolué pour prospérer dans la forêt. Les psychologues appelés pour l'évaluer ont été déconcertés. Marcel n'était pas fou. Il était parfaitement lucide, capable de conversations cohérentes, et sa mémoire était intacte.
trop intact peut-être. Il se souvenait de chaque jour passé dans la forêt, de chaque saison qui changeait, de chaque animal qu'il avait observé. Mais quand on lui demandait pourquoi il était resté caché si longtemps, ses réponses devenaient évasives. Il parlait de danger, de menaces, de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer clairement. Les enquêteurs ont commencé par vérifier son identité. Les empreintes digitales correspondaient. L'ADN prélevé était compatible avec celui conservé dans les dossiers de personnes disparues. C'était bien Marcel Fontaine. Mais alors, que s'était-il passé ce jour d'août 1987? Pourquoi un homme en bonne santé, avec une famille aimante et une vie stable, avait-il soudainement choisi de disparaître dans la nature? Le lieutenant Rousseau, chargé de l'enquête, a passé des heures à interroger Marcel. Au début, l'homme restait méfiant, scrutant chaque personne qui entrait dans sa chambre d'hôpital comme si elle représentait une menace. Puis, progressivement, il a commencé à parler, et ce qu'il a révélé a changé la nature de l'enquête de façon dramatique. Ce jour-là, Marcel n'était pas parti pour une simple randonnée. Il avait rendez-vous avec quelqu'un dans la forêt, un homme qu'il connaissait depuis l'enfance, Pierre Dubois, qui travaillait dans la même usine que lui. Pierre lui avait dit avoir découvert quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait les rendre riches tous les deux. Intrigué et un peu sceptique, Marcel avait accepté de le suivre vers un endroit isolé que Pierre prétendait vouloir lui montrer. Ils ont marché pendant plus d'1 heure, s'enfonçant toujours plus profondément dans les zones non cartographiées de la forêt. Marcel commençait à être mal à l'aise. L'endroit était étrangement silencieux, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Puis ils sont arrivés à une vieille structure en pierre, à moitié enfouie sous la végétation. Une sorte de bunker, datant probablement de la Seconde Guerre mondiale. Pierre avait l'air nerveux maintenant, jetant des regards autour de lui comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître. Il a fait signe à Marcel d'entrer dans le bunker. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. Marcel a allumé sa lampe torche et ce qu'il a vu l'a figé sur place. Des caisses empilées contre les murs, des caisses militaires marquées de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Pierre était déjà en train d'en ouvrir une, ses mains tremblantes révélant des liasses de billets, des francs français mais aussi des marques allemands, des dollars américains, une fortune en argent liquide, visiblement cachée là depuis des décennies. Marcel a immédiatement compris qu'il n'aurait jamais dû trouver cet endroit. Pierre, lui, était euphorie, parlant de partir, de tout recommencer ailleurs avec cet argent. Mais Marcel savait que cet argent avait une histoire sombre. Il a tenté de raisonner Pierre, de le convaincre d'aller voir les autorités. C'est alors qu'ils ont entendu des voix à l'extérieur, des voix d'hommes qui se rapprochaient. Pierre est devenu livide. Il a agrippé le bras de Marcel et a chuchoté « Ils sont là, ils savent ». Marcel n'a pas eu le temps de demander qui. Les hommes sont entrés dans le bunker. Ils étaient 3, habillés en civil, mais se déplaçant avec la précision de militaires. Leur visage était dur, leur regard froid. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris coupés courts, a regardé Pierre et Marcel avec une expression qui mélangeait colère et déception. Il a parlé d'une voix calme mais menaçante. « Pierre, on t'avait prévenu, tu ne devais jamais revenir ici. » Marcel a compris à ce moment que Pierre connaissait déjà l'existence de ce bunker, qu'il y était déjà venu avant. Et apparemment, il avait été averti de ne jamais y retourner. Pierre a essayé de balbutier des excuses, expliquant qu'il avait juste voulu récupérer un peu d'argent pour régler des dettes. L'homme aux cheveux gris l'a coupé d'un geste de la main, puis il s'est tourné vers Marcel. « Et toi, tu n'aurais jamais dû voir cet endroit. » Ce qui s'est passé ensuite reste flou dans les souvenirs de Marcel. Il y a eu une altercation. Pierre a paniqué et a essayé de s'enfuir. Un coup de feu a retenti. Marcel a vu Pierre s'effondrer. La terreur pure a envahi son esprit. Il a profité de la confusion pour se précipiter vers la sortie du bunker. Les hommes ont crié. D'autres coups de feu ont éclaté. Marcel courait sans regarder en arrière, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Il connaissait ces forêts mieux que quiconque. Il a zigzagué entre les arbres, sauté par-dessus des ruisseaux, rampé sous des buissons épineux. Il pouvait entendre les hommes qui le poursuivaient, leurs voix coordonnées comme une chasse organisée. Mais Marcel avait l'avantage du désespoir et de la connaissance du terrain. Alors que la nuit commençait à tomber, il a finalement réussi à les semer. Caché sous un amas de branches tombées, tremblant de peur et de froid, Marcel a pris conscience de sa situation. Il venait d'assister à un meurtre. Il avait vu le visage des tueurs. Si ces hommes avaient caché une fortune dans un bunker secret et étaient prêts à tuer pour protéger ce secret, il le chercherait jusqu'à ce qu'il le trouve. Retourner chez lui signifiait mettre sa famille en danger. Ces hommes savaient qui il était. Il savait où il habitait. Il connaissait Claire et la petite Amélie. Cette pensée l'a terrifié plus que tout. Il a passé cette première nuit à réfléchir frénétiquement. Chaque option qu'il envisageait semblait mener à la mort, la sienne ou celle de sa famille. Aller à la police. Ces hommes avaient l'air d'avoir des ressources importantes, peut-être même des connexions dans les autorités. Qui croirait l'histoire d'un mécanicien contre celle d'une organisation assez puissante pour cacher une fortune pendant des décennies? Et même si on le croyait, combien de temps faudrait-il pour que sa famille
famille soit protégée. Les hommes pourraient agir avant, rentrer chez lui en espérant que tout se passe bien, naïf et dangereux. Ces hommes avaient déjà tué Pierre sans hésitation. Ils ne laisseraient pas de témoins en vie. Marcel a pleuré cette nuit-là, pensant à Claire qui devait déjà s'inquiéter, à Amélie qui attendait son papa. Mais dans son esprit torturé, une seule solution semblait offrir une chance de les garder en sécurité, disparaître complètement. Si les hommes le pensaient mort, perdu dans la forêt, ils arrêteraient éventuellement de chercher. Sa famille pourrait continuer à vivre, même dans le chagrin de son absence. C'était un sacrifice terrible, mais c'était le seul moyen qu'il voyait de les protéger. Les premières semaines ont été un cauchemar. Marcel n'avait rien sur lui, juste les vêtements qu'il portait et un petit couteau de poche. La forêt, qu'il connaissait comme randonneur occasionnel, s'est révélée être un adversaire impitoyable quand il s'agissait d'y survivre en permanence. La faim le tiraillait constamment. Il a mangé des baies, certaines le rendant malade. Il a attrapé des poissons avec ses mains dans les ruisseaux, une technique qu'il avait vue enfant mais jamais vraiment maîtrisée. Les nuits étaient glaciales, même en été. Il grelottait sous des tas de feuilles, sursautant au moindre bruit. Chaque craquement de branche pouvait être les hommes qui le cherchaient. Il se déplaçait constamment, ne restant jamais plus d'une nuit au même endroit. Plusieurs fois, il a failli abandonner, failli retourner vers la civilisation. Mais à chaque fois, la vision de Pierre s'effondrant avec une balle dans le dos le retenait. Il a entendu les équipes de recherche. Pendant des semaines, des hélicoptères ont survolé la forêt. Des voix l'appelaient. Il reconnaissait parfois la voix de Claire, brisée par les larmes, criant son nom. Ces moments étaient une torture. Il devait se mordre la main pour ne pas répondre, se recroqueviller derrière des rochers pour ne pas être vu. Il pleurait en silence, sachant que chaque jour qui passait rendait son retour plus impossible. Comment expliquer une absence de plusieurs semaines? Comment justifier de ne pas avoir répondu aux recherches? Puis les recherches ont ralenti, espacé, avant de finalement cesser. Le silence est revenu dans la forêt. Marcel a compris qu'on l'avait déclaré mort, probablement victime d'un accident quelque part dans les zones les plus dangereuses. Avec le temps, Marcel est devenu quelqu'un d'autre. Non pas par choix, mais par nécessité. Son corps s'est transformé, ses muscles se sont adaptés aux exigences constantes de la survie. Ses sens se sont aiguisés. Il pouvait sentir un changement de temps des heures à l'avance, détecter la présence d'animaux à des distances surprenantes. La forêt, de menace qu'elle était, est devenue son refuge. Il a appris à tendre des pièges, pour attraper des lapins et des écureuils. Il a découvert quelles plantes étaient comestibles et lesquelles avaient des propriétés médicinales. Quand il tombait malade, il se soignait avec des infusions d'écorce de saule pour la fièvre, des cataplasmes de mousse pour les blessures. Il a construit sa cabane après la première année, choisissant l'emplacement avec un soin méticuleux, suffisamment éloigné de tout sentier pour être invisible, mais proche d'une source d'eau, protégé des vents dominants, orienté pour capter le maximum de chaleur solaire en hiver. Il a travaillé pendant des mois, utilisant uniquement des matériaux trouvés dans la nature. Chaque branche était sélectionnée, chaque pierre placée avec intention. Cette cabane est devenue plus qu'un abri, elle est devenue son monde. Les saisons passaient, marquées par les changements dans la forêt. Les hivers étaient particulièrement durs. Marcel a failli mourir de froid plusieurs fois au cours des premières années. Il a appris à construire des doubles couches d'isolation, à conserver son énergie, à reconnaître les signes de gelure et d'hypothermie. Il stockait de la nourriture avant l'hiver comme un animal, séchant de la viande, enterrant des noix et des racines dans des caches secrètes. Mais le plus dur n'était pas la survie physique, c'était la solitude. Marcel parlait seul pour ne pas oublier comment former des mots. Il racontait des histoires à des arbres, s'imaginait des conversations avec Claire et Amélie. Il sculptait leurs visages dans des morceaux de bois, essayant désespérément de ne pas oublier leurs traits. Au fil des années, ces sculptures sont devenues de moins en moins ressemblantes. Les souvenirs s'estompait malgré ses efforts. Il se rappelait l'amour qu'il ressentait, mais les détails précis devenaient flous. Quel était le son exact du rire d'Amélie? De quelle couleur étaient les yeux de Claire, vraiment? Brun clair ou noisette? Ces pertes progressives de mémoire le tourmentaient, plus que n'importe quelle tempête ou pénurie de nourriture. Certaines nuits, allongé dans sa cabane en écoutant le vent hurler dehors, il se demandait s'il avait fait le bon choix. Peut-être aurait-il dû tout risquer, affronter ces hommes, faire confiance à la justice. Peut-être que sa famille aurait préféré vivre dans le danger plutôt que de croire qu'il était mort. Mais il était trop tard maintenant. Trop d'années avaient passé. Comment pourrait-il réapparaître? Comment pourrait-il expliquer? Il s'était condamné à cette existence et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors il continuait, jour après jour, saison après saison, survivant mais pas vraiment vivant, existant dans un état intermédiaire entre la vie qu'il avait perdue et la mort qu'il avait évitée. Marcel a développé des routines qui structuraient ses journées. Au lever du soleil, il vérifiait ses pièges et collectait de l'eau. Les matinées étaient consacrées à la recherche de nourriture, l'après-midi à l'entretien de sa cabane et de ses outils. Les soirées, il les passait près de son feu,
observant les flammes danser et se perdant dans ses pensées. Il avait créé un calendrier rudimentaire marquant les jours sur un tronc d'arbre près de sa cabane. Chaque entaille représentait une journée de plus en exil, une journée de plus où sa famille vivait sans lui. Il suivait aussi les saisons avec une précision presque obsessionnelle, notant les premiers bourgeons du printemps, les dernières feuilles de l'automne. Au fil du temps, Marcel a remarqué quelque chose d'étrange. À plusieurs reprises, il a trouvé des signes que quelqu'un d'autre était passé dans sa zone de forêt, des traces de pas qui n'étaient pas les siennes, des branches cassées d'une manière qui suggérait un passage récent, et une fois, une cigarette à moitié fumée près d'un de ses anciens campements. Son cœur s'était glacé en découvrant cela. Étaient-ce les hommes qui continuaient à le chercher après toutes ces années, ou simplement des randonneurs qui s'étaient éloignés des sentiers balisés? Il a redoublé de précautions, déménageant sa cabane principale vers un endroit encore plus reculé, créant de fausses pistes pour dérouter quiconque suivrait ses traces. Cette paranoïa ne l'a jamais quitté. Chaque bruit inhabituel le mettait en alerte. Il dormait avec un œil ouvert, métaphoriquement et parfois littéralement, se réveillant au moindre changement dans l'atmosphère nocturne de la forêt. Pourtant, ironiquement, Marcel n'était pas complètement seul. Il avait les animaux. Au début, il les voyait uniquement comme des sources de nourriture ou des menaces potentielles. Mais avec les années, il a développé une sorte de relation avec certains d'entre eux. Il y avait une famille de renards qui avait établi sa tanière non loin de sa cabane. Marcel les observait jouer, chasser, élever leurs petits. Il leur laissait parfois des restes de ses repas, et il semblait avoir accepté sa présence comme une partie normale de leur environnement. Un corbeau en particulier est devenu une sorte de compagnon. L'oiseau le suivait lors de ses déplacements diurnes, croassant parfois comme pour communiquer. Marcel lui parlait, lui donnait des morceaux de viande, et le corbeau en retour l'alertait parfois de dangers, comme la présence de sangliers, ou de tempêtes approchantes. Il avait nommé l'oiseau noir, un nom simple mais qui avait du sens dans son existence dépouillée de toute sophistication. La forêt elle-même est devenue une entité vivante dans l'esprit de Marcel. Il connaissait chaque recoin de son territoire, chaque arbre remarquable, chaque source d'eau. Il savait où trouver les meilleurs champignons à chaque saison, quels arbres donnèrent les noix les plus nourrissantes, où les poissons se rassemblèrent dans les ruisseaux. Cette connaissance intime était ce qui le maintenait en vie, mais elle était aussi une prison. Il ne pouvait pas s'aventurer trop loin de son territoire sans risquer de se perdre ou d'être découvert. Les années se sont transformées en décennies. Marcel a atteint la quarantaine, puis la cinquantaine dans la forêt. Son corps vieillissait différemment de celui des gens normaux. Certaines parties étaient les plus fortes, plus résistantes. Ses jambes pouvaient le porter sur de longues distances sans fatigue. Ses mains étaient devenues calleuses et puissantes, capable de façonner le bois et la pierre avec une habileté remarquable. Mais d'autres parties souffraient, ses dents se détérioraient, sans soins dentaires. Une vieille blessure à l'épaule, mal soignée, le faisait souffrir les jours humides. Sa vision de loin était restée bonne, mais il avait de plus en plus de mal à voir de près à mesure qu'il vieillissait. Il se demandait parfois comment était le monde extérieur maintenant. Tant d'années s'étaient écoulées. 1987 semblait appartenir à une autre ère. Il se souvenait des discussions sur les ordinateurs qui commençaient à apparaître, des débuts des téléphones portables réservés aux riches. Comment était la technologie maintenant en 2024? Y avait-il eu des guerres, des révolutions? Comment était sa fille Amélie? Elle devait avoir 40 ans maintenant. Avait-elle des enfants? S'était-elle mariée? Pensait-elle encore à lui ou était-il devenu un vague souvenir d'enfance? Ces questions le torturaient, mais il n'avait aucun moyen d'obtenir des réponses. Puis, il y a quelques années, quelque chose d'étrange s'est produit. Marcel a découvert que la zone forestière autour de son territoire était devenue une réserve naturelle protégée. Il a vu des panneaux installés à la lisière, des gardes forestiers qui patrouillaient plus régulièrement. Cela a rendu sa vie encore plus précaire. Plus de patrouilles signifiait plus de risques d'être découvert. Mais cela signifiait aussi que la forêt elle-même était protégée, que les zones où il vivait ne seraient pas défrichées ou développées. C'était une épée à double tranchant. Marcel a dû adapter ses stratégies de survie. Il ne pouvait plus allumer de grands feux qui produiraient trop de fumée visible. Ses déplacements devaient être encore plus discrets. Il a créé plusieurs petites caches secrètes dispersées dans toute sa zone, de sorte que si l'une était découverte, il ne perdrait pas tout. Il a même envisagé plusieurs fois de se rendre, d'en finir avec cette vie d'isolement. Mais chaque fois, la peur revenait. Que se passerait-il s'il retournait et que ces hommes étaient encore là, encore dangereux? 37 ans s'étaient écoulés, mais les organisations criminelles pouvaient survivre des décennies. Et même si ces hommes spécifiques étaient morts, peut-être que d'autres avaient pris leur place, gardant toujours ce secret enfoui dans le bunker. Marcel ne pouvait pas prendre ce risque. Pas après tout ce temps. Il s'était convaincu que sa disparition avait permis à sa famille de continuer à vivre en sécurité et révéler maintenant qu'il était vivant pourrait rouvrir de vieilles blessures ou pire, réveiller de vieux dangers. Mais le destin avait d'autres plans. L'automne dernier a été particulièrement froid, arrivant plus tôt que d'habitude. Marcel
maintenant dans sa soixantaine, sentait que son corps ne répondait plus comme avant. Une mauvaise chute début octobre lui a causé une blessure à la jambe qui s'est infectée. Il a essayé tous ses remèdes habituels, mais l'infection s'aggravait. La fièvre est venue, le faisant délirer pendant des jours. Dans cet état affaibli, il a perdu la notion du temps et de l'espace. Il errait près de sa cabane, incapable de se déplacer loin. C'est dans cet état que les gardes forestiers l'ont trouvé ce soir d'octobre. Il faisait une patrouille de routine, inspectant la zone après qu'un randonneur ait signalé avoir vu de la fumée. Quand ils ont découvert Marcel, ils ont d'abord cru avoir trouvé un SDF qui s'était réfugié dans la forêt. Mais quelque chose dans son apparence, dans la façon dont il vivait, leur a dit que c'était différent. Cet homme n'était pas juste un vagabond temporaire. Il avait vécu ici pendant très longtemps. Marcel, dans son état fébrile, n'a pas eu la force de fuir ou de se cacher. Quand les gardes se sont approchés, il les a regardés avec des yeux qui reflétaient des décennies de solitude et de peur. Et c'est alors qu'il a murmuré ces mots qui ont tout changé. Je ne pouvais pas revenir. Ils m'auraient tué. Ils ont tué Pierre. Le bunker, la fortune cachée, je les ai vus. Les gardes se sont regardés, confus. Ils ont d'abord pensé au délire de la fièvre. Mais Marcel a continué, donnant des détails précis. Le nom de Pierre Dubois, la date du 12 août 1987, le lieu approximatif du bunker. Des informations que personne n'aurait pu inventer. Les gardes ont immédiatement contacté les autorités supérieures, et c'est ainsi que l'histoire de Marcel Fontaine est passée d'une curiosité locale à une affaire nationale. À l'hôpital, une fois Marcel stabilisé et l'infection traitée, le lieutenant Rousseau a pris en charge l'enquête. Rousseau était un enquêteur chevronné, spécialisé dans les affaires froides. Il avait entendu parler de la disparition de Marcel Fontaine. Bien sûr, c'était l'un de ces cas légendaires dans la région, une histoire qu'on racontait encore aux nouveaux recrues, comme exemple de mystère jamais résolu. Maintenant, 37 ans plus tard, le mystère semblait sur le point d'être élucidé. Mais Rousseau était sceptique. L'histoire de Marcel était extraordinaire, presque incroyable. Un bunker rempli d'argent, un meurtre, une organisation criminelle assez puissante pour forcer un homme à se cacher pendant des décennies. Cela ressemblait à un scénario de film, plutôt qu'à la réalité. Pourtant, il y avait des éléments vérifiables. Pierre Dubois avait effectivement existé. Il avait été signalé disparu quelques jours après Marcel, en août 1987. Son corps n'avait jamais été retrouvé, et l'affaire avait été classée comme une probable noyade dans un lac voisin, bien qu'aucune preuve concrète n'ait jamais été trouvée. Si Marcel disait la vérité, Pierre Dubois n'était pas mort noyé. Il avait été tué d'une balle dans le dos dans un bunker secret. Rousseau a organisé une expédition dans la forêt. Marcel, malgré sa faiblesse, a insisté pour les guider. Il se souvenait du chemin, même après toutes ces années. Les images de cette journée terrible de 1987 étaient gravées dans sa mémoire comme au fer rouge. Ils ont marché pendant des heures, Marcel s'arrêtant régulièrement pour s'orienter, reconnaître des repères naturels qui n'avaient pas changé malgré le passage du temps. Quand ils sont arrivés à l'endroit où Marcel pensait que le bunker devait être, il n'y avait rien de visible au premier coup d'œil. La végétation avait tout recouvert. Mais en cherchant plus attentivement, en écartant les fougères et les buissons, ils ont trouvé des traces de structures artificielles. Des pierres alignées trop régulièrement pour être naturelles. Une dépression dans le sol qui suggérait quelque chose enfoui en dessous. L'équipe a commencé à creuser, utilisant des outils pour dégager soigneusement la végétation et la terre. Après plusieurs heures de travail méticuleux, ils ont exposé l'entrée d'une structure souterraine, un vieux bunker, exactement comme Marcel l'avait décrit. La porte métallique était rouillée mais encore visible. Rousseau a senti son cœur s'accélérer. Si cette partie de l'histoire de Marcel était vraie, qu'en était-il du reste? Ils ont forcé la porte, qui a cédé dans un grincement métallique qui a résonné dans la forêt silencieuse. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Ils ont allumé des lampes torches puissantes, balayant l'intérieur du bunker avec leurs faisceaux lumineux. Et ce qu'ils ont vu a confirmé les pires suspicions. Des caisses étaient encore là, empilées contre les murs. Certaines étaient tombées et s'étaient ouvertes au fil du temps, révélant leur contenu. Des liasses de billets moisis et détériorés, mais encore reconnaissables. Des francs français, des marques allemands, même des dollars américains, exactement comme Marcel l'avait dit. Mais ce n'était pas tout. Dans un coin du bunker à moitié recouvert par une caisse effondrée, ils ont trouvé des ossements humains, un squelette complet, avec des lambeaux de vêtements encore accrochés aux os. Et dans la cage thoracique, clairement visible, les restes d'une balle. L'équipe médico-légale appelée sur place a confirmé que les ossements étaient là depuis des décennies. L'analyse ADN ultérieure a confirmé l'identité. Pierre Dubois. Il avait été tué exactement comme Marcel l'avait décrit, d'une balle dans le dos. L'affaire a explosé dans les médias nationaux. Un homme disparu pendant 37 ans, retrouvé vivant dans la forêt. Un meurtre non résolu élucidé, après des décennies. Une fortune criminelle cachée dans un bunker secret. Tous les éléments d'un thriller parfait.
sauf que c'était réel. Mais Rousseau savait que l'histoire était loin d'être terminée. Les questions les plus importantes restaient sans réponse. Qui étaient ces hommes qui avaient tué Pierre? D'où venait cet argent? Et surtout, était-il encore en vie et dangereux? Marcel avait eu raison de se cacher pendant toutes ces années, ou la menace avait-elle disparu depuis longtemps? Pour répondre à ces questions, Rousseau a dû plonger dans les archives historiques. Il a découvert que le bunker datait effectivement de la Seconde Guerre mondiale. La région avait été occupée par les Allemands et de nombreuses structures militaires avaient été construites. Après la guerre, beaucoup de ces bunkers avaient été abandonnés et oubliés, avalés par la forêt en croissance. L'argent trouvé dans le bunker présentait des dates de frappe qui confirmaient son origine de guerre ou d'immédiat après-guerre. Mais comment était-il arrivé là? Rousseau a formulé une théorie basée sur les preuves et les témoignages historiques. Pendant et après la guerre, d'immenses fortunes avaient été volées, cachées, perdues. Des nazis en fuite avaient emporté des richesses pillées. Des collaborateurs locaux avaient détourné des fonds. Le marché noir avait généré des profits énormes qui devaient être dissimulés. Il était plausible que quelqu'un dans les années 40 ou 50 ait caché cette fortune dans ce bunker isolé, planifiant de revenir la chercher plus tard. Peut-être que cette personne était morte avant de pouvoir le faire, emportant le secret dans sa tombe. Ou peut-être avait-elle transmis l'information à des héritiers qui avaient gardé le secret à travers les générations. Ces héritiers auraient alors été les hommes qui gardèrent le bunker en 1987, prêts à tuer pour protéger leur héritage caché. Mais qui étaient ces hommes? Rousseau a commencé à interroger les personnes âgées de la région, celles qui auraient pu se souvenir de quelque chose d'étrange ou de suspect dans les années 80. Il a épluché les registres immobiliers, cherchant qui possédait des terres près du bunker. Il a examiné les dossiers policiers locaux de l'époque, cherchant des incidents qui pourraient être liés. Un nom est revenu plusieurs fois dans ses recherches, la famille Mercier. Les Mercier étaient une famille influente de la région depuis plusieurs générations. Ils possédaient des terres forestières étendues, incluant la zone où se trouvait le bunker. Le patriarche de la famille dans les années 80 était Jacques Mercier, un homme d'affaires respecté qui dirigeait plusieurs entreprises locales. Il était mort en 2003, laissant sa fortune à ses deux fils. Marcel a été montré des photos de Jacques Mercier et de sa famille datant des années 80. Il a immédiatement reconnu l'homme aux cheveux gris qui avait ordonné la mort de Pierre. C'était Jacques Mercier. Cette révélation a choqué la communauté locale. Les Mercier étaient considérés comme des piliers de la société. Comment était-il possible que le patriarche de cette famille respectable ait été un meurtrier gardant un trésor caché? Rousseau a interrogé les fils Mercier, maintenant dans la soixantaine. Au début, ils ont nié tout savoir sur le bunker ou l'argent. Ils ont exprimé leur choc face aux accusations contre leur père défunt, mais sous la pression de l'enquête et face aux preuves qui s'accumulaient, l'un des fils, Philippe Mercier, a finalement craqué. Il a admis que son père lui avait parlé du bunker avant de mourir. Jacques Mercier avait raconté à ses fils qu'il avait hérité ce secret de son propre père, qu'il avait lui-même reçu d'un oncle impliqué dans le marché noir pendant la guerre. L'argent était une fortune familiale illégale, cachée et gardée secrète depuis des générations. Jacques avait expliqué à ses fils qu'en 1987, un de ses employés, Pierre Dubois, avait découvert le bunker par hasard et avait menacé de révéler son existence. Jacques et deux de ses hommes de confiance étaient allés régler le problème. Philippe Mercier a juré ne pas savoir qu'un meurtre avait été commis. Il pensait que son père avait simplement intimidé Dubois ou acheté son silence. Quant au fait qu'un témoin, Marcel Fontaine, s'était échappé, Jacques n'en avait apparemment jamais parlé à ses fils. Peut-être avait-il pensé que Marcel était mort dans la forêt, ou peut-être voulait-il protéger ses fils de cette connaissance dangereuse. Cette confession a permis à Rousseau de reconstituer toute l'histoire. Jacques Mercier et ses complices avaient effectivement tué Pierre Dubois. Ils avaient ensuite cherché Marcel, mais sans succès. Au fil des années, ils avaient probablement conclu qu'il était mort, victime des éléments ou d'un accident dans la forêt dense. Le bunker avait été laissé tel quel, avec le corps de Pierre et l'argent. Jacques Mercier avait continué sa vie, respecté et prospère, emportant son crime dans la tombe. Ses complices de 1987 étaient eux aussi décédés maintenant, échappant à la justice. Philippe et son frère ont été interrogés longuement sur leur connaissance de l'affaire, mais il n'y avait pas assez de preuves pour les poursuivre pour complicité après les faits. Ils n'étaient pas nés quand l'argent avait été caché, et ils étaient enfants quand Pierre avait été tué. Leur seul crime était de connaître l'existence du bunker sans le révéler aux autorités,
ce qui était difficile à poursuivre légalement. L'argent du bunker a été saisi par l'État. Sa valeur historique était plus importante que sa valeur monétaire, les vieux billets n'étant plus utilisables. Mais il représentait une pièce fascinante de l'histoire criminelle de la région. Les restes de Pierre Dubois ont finalement reçu des funérailles dignes. Sa famille, qui avait cru pendant 37 ans qu'il s'était noyé, a enfin pu faire son deuil avec une vraie sépulture. Pour Marcel, la révélation publique de son histoire a été écrasante. Pendant des jours, il a été assiégé par les médias, les journalistes voulant tous entendre son récit de première main. Il a refusé la plupart des interviews, encore mal à l'aise avec l'attention et la présence d'autant de gens. Mais le moment qu'il redoutait et espérait à la fois est finalement arrivé. Revoir sa fille Amélie. Elle était venue à l'hôpital, accompagnée de ses propres enfants, 2 adolescents qui allaient rencontrer le grand-père dont il ne savait presque rien. Marcel l'a vue entrer dans la chambre et son cœur s'est brisé. Ce n'était plus la petite fille de 3 ans de ses souvenirs. C'était une femme adulte, avec des cheveux grisonnants et des rides autour des yeux. Elle le regardait avec un mélange d'émotions impossibles à déchiffrer. Choc, incrédulité, colère peut-être, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Amélie s'est approchée lentement, comme si elle craignait qu'il disparaisse si elle se déplaçait trop vite. Marcel a essayé de parler, mais aucun mot ne venait. Comment résumer 37 ans d'absence en quelques phrases? Finalement, ce fut Amélie qui parla en premier. Sa voix tremblait. « Papa », ce simple mot qu'il n'avait pas entendu depuis 1987, a fait couler des larmes sur le visage usé de Marcel. Il a hoché la tête, incapable de parler. Amélie s'est effondrée dans ses bras, pleurant comme elle n'avait probablement pas pleuré depuis l'enfance. Marcel la tenait, sentant tout le poids des années perdues dans cette étreinte. Ils sont restés ainsi pendant de longues minutes. Les petits-enfants de Marcel, observant cette scène avec leurs propres larmes. Quand ils se sont finalement séparés, Amélie avait tant de questions. Pourquoi n'était-il pas revenu? Pourquoi les avait-il laissés croire qu'il était mort? Ne les aimait-il pas assez pour prendre ce risque? Marcel a essayé d'expliquer, racontant sa terreur de mettre sa famille en danger, sa conviction que disparaître était le seul moyen de les protéger. Amélie écoutait, son visage montrant le conflit interne entre comprendre ses raisons et ressentir la douleur de son absence. Elle lui a parlé de sa mère, Claire, comment elle n'avait jamais abandonné l'espoir de le retrouver, comment elle avait organisé des recherches année après année, refusant d'accepter qu'il soit mort sans preuve, comment elle avait finalement succombé à un cancer 6 ans plus tôt, emportant avec elle le chagrin de ne jamais savoir ce qui était arrivé à l'homme qu'elle aimait. Cette révélation a dévasté Marcel. Claire était morte sans savoir qu'il était vivant, sans comprendre pourquoi il était parti. Il avait sacrifié tout pour protéger sa famille, et maintenant il apprenait que ce sacrifice avait causé une souffrance inimaginable à la personne qu'il aimait le plus. La culpabilité l'a submergé. Avait-il fait le bon choix? Aurait-il dû faire confiance aux autorités en 1987? Risquer tout pour revenir. Peut-être que les Mercier auraient été arrêtés. Peut-être que sa famille aurait été protégée par des moyens officiels. Ou peut-être seraient-ils tous morts. Il ne le saurait jamais. Les semaines suivantes ont été une période d'ajustement difficile pour Marcel. Le monde de 2024 était méconnaissable pour lui. Les smartphones, Internet, les réseaux sociaux, toute cette technologie était de la science-fiction pour quelqu'un dont les derniers souvenirs de civilisation datèrent de 1987. Il était comme un voyageur temporel, projeté dans le futur sans préparation. Des psychologues spécialisés ont travaillé avec lui pour l'aider à s'adapter. C'était un processus lent. Marcel sursautait encore au bruit fort, préférait dormir sur le sol plutôt que dans un lit, et se sentait claustrophobe dans des espaces fermés. Il sortait souvent la nuit pour regarder les étoiles, la seule chose qui n'avait pas changé depuis ses années en forêt. Sa relation avec Amélie se reconstruisait progressivement. Elle lui rendait visite régulièrement, apportant ses enfants, lui montrant des photos de sa vie, des moments qu'il avait manqués, son mariage, la naissance de ses enfants, les diplômes, les vacances, tant de vie vécue sans lui. Marcel écoutait et regardait avec un mélange de joie et de tristesse. Il était heureux de voir qu'Amélie avait construit une belle vie malgré son absence, mais déchiré de réaliser tout ce qu'il avait perdu. Il y avait des moments tendus aussi. Amélie était parfois en colère, exprimant la frustration et la douleur de toutes ces années. Comment avait-il pu les abandonner? Comment avait-il pu laisser sa mère souffrir ainsi? Marcel acceptait sa colère sans se défendre. Il la méritait. Il avait fait un choix qu'il pensait juste à l'époque, mais les conséquences avaient été dévastatrices pour les personnes qu'il aimait. Un jour, Amélie lui a apporté quelque chose de particulier, une boîte que sa mère Claire avait conservée pendant toutes ces années. À l'intérieur se trouvaient des objets appartenant à Marcel, soigneusement préservés. Sa montre qu'il avait oubliée le matin de sa disparition, des photos de famille, des lettres qu'il avait écrites à Claire pendant leur relation, et un journal que Claire avait tenu, documentant ses recherches
ses espoirs, ses peurs, au fil des années. Marcel a lu le journal avec des larmes coulant continuellement. Les mots de Claire étaient déchirants. Elle parlait de lui au présent, comme s'il allait revenir à tout moment. Elle décrivait ses rêves où il apparaissait, lui expliquant où il était. Elle questionnait ce qu'elle avait fait de mal pour qu'il parte. Les dernières entrées, écrites peu avant sa mort, montraient une femme qui avait finalement accepté qu'elle ne saurait jamais la vérité, mais qu'il aimait toujours. Cette lecture a été une forme de torture douce pour Marcel. Il a réalisé pleinement l'impact de sa disparition, le trou qu'il avait laissé dans la vie de sa femme. Le lieutenant Rousseau est venu le voir un jour avec une question. Voulait-il retourner voir la forêt, sa cabane, les endroits où il avait vécu pendant si longtemps? Marcel a hésité. Une partie de lui voulait désespérément revoir son refuge, les endroits qui avaient été son monde pendant des décennies. Mais une autre partie avait peur que cela rouvre des blessures à peine cicatrisées. Finalement, il a accepté. Accompagné d'Amélie, de Rousseau et d'une petite équipe, Marcel est retourné dans la forêt. Le voyage a été étrange, comme revisiter une ancienne vie. Il reconnaissait chaque arbre, chaque ruisseau, même après plusieurs mois d'absence. Son corps se souvenait des chemins, ses pieds trouvant automatiquement les meilleurs passages. Quand ils sont arrivés à sa cabane, Marcel a été surpris de voir à quel point elle paraissait petite et primitive maintenant. Pendant toutes ces années, c'était son château, son sanctuaire, mais avec des yeux neufs, après avoir vécu dans le confort moderne pendant quelques mois, il voyait la réalité, une structure fragile qui tenait à peine debout, offrant une protection minimale contre les éléments. Comment avait-il survécu si longtemps dans des conditions si dures? Amélie regardait l'endroit avec horreur et respect mêlés. C'était ici que son père avait vécu toutes ces années, à quelques kilomètres seulement de la civilisation mais complètement isolé. Elle essayait d'imaginer la solitude, le froid, la faim, mais ne pouvait pas vraiment comprendre. Marcel lui a montré ses outils, ses pièges, le système de collecte d'eau qu'il avait perfectionné au fil des ans. Il lui a expliqué comment il survivait à chaque saison, partageant les connaissances qu'il avait acquises par nécessité. Amélie écoutait avec fascination, réalisant que son père était devenu une sorte d'expert en survie extrême, même s'il ne l'avait jamais voulu. Puis Marcel l'a emmené voir quelque chose de spécial, les sculptures de bois qu'il avait faites, des dizaines de sculptures, représentant Claire et Amélie à différents âges, tels qu'il les imaginait. Certaines étaient reconnaissables, d'autres moins, mais toutes étaient imprégnées d'amour et de chagrin. Amélie a touché ces sculptures, ses doigts traçant les contours des visages que son père avait sculptés de mémoire. « Tu n'as jamais arrêté de penser à nous », a-t-elle murmuré. « Jamais », a confirmé Marcel. « Chaque jour, chaque nuit, vous étiez dans mes pensées, vous étiez la raison pour laquelle je continuais. » Ils ont pleuré ensemble là, dans la forêt qui avait été à la fois prison et refuge pour Marcel pendant si longtemps. Les mois suivants, Marcel a dû faire face à des décisions sur son avenir. Les autorités ont arrangé pour qu'il reçoive une pension et une aide financière. Reconnaissant les circonstances exceptionnelles de son cas, Amélie lui a proposé de vivre avec elle et sa famille. Mais Marcel n'était pas prêt pour cela. Vivre dans une maison bondée avec le bruit constant et l'activité était trop accablant pour lui après tant d'années de solitude. Au lieu de cela, un compromis a été trouvé. Marcel a emménagé dans une petite maison à la lisière d'une forêt. Pas celle où il avait vécu, mais une autre, plus près de la ville, mais toujours suffisamment isolée. Il pouvait ainsi avoir son espace tout en étant accessible à sa famille. La maison avait un grand jardin qu'il a immédiatement commencé à cultiver, ses compétences de survie trouvant une nouvelle application dans l'agriculture. Amélie lui rendait visite plusieurs fois par semaine, et progressivement, ils reconstruisaient une relation. Ce n'était pas la relation père-fille qu'ils auraient eue si Marcel n'avait jamais disparu, mais c'était quelque chose de nouveau, forgé dans le feu de circonstances extraordinaires. Les petits-enfants de Marcel étaient fascinés par lui. Il leur apprenait des choses pratiques. Comment allumer un feu sans allumette, comment reconnaître les plantes comestibles et non comestibles, comment trouver de l'eau potable dans la nature, comment lire les signes météorologiques. Ces compétences qui avaient été sa survie devenaient maintenant un héritage à transmettre. Marcel a également accepté de donner quelques interviews sélectionnées. Son histoire a fasciné le monde entier. Des livres ont été écrits sur lui, des documentaires produits. Des experts en psychologie étudiaient son cas comme un exemple extraordinaire de résilience humaine. Comment l'esprit humain peut-il supporter 37 ans de solitude totale sans se briser complètement? Marcel était devenu malgré lui un symbole de survie et de sacrifice. Mais pas tous les jours étaient faciles. Marcel souffrait de ce que les psychologues appelaient un trouble de stress post-traumatique complexe. Il avait des cauchemars récurrents où il revivait le meurtre de Pierre, ou où il était poursuivi éternellement dans la forêt. Certains matins, il se réveillait convaincu qu'il était encore dans sa cabane, et la réalisation qu'il était dans une vraie maison le désorientait. Il suivait une thérapie régulière, mais le processus de guérison était long et incertain. 1 an après sa découverte, en octobre 2025, une cérémonie spéciale a été organisée. Une plaque commémorative a été installée près de l'endroit où le bunker avait été trouvé,
honorant la mémoire de Pierre Dubois et reconnaissant l'histoire extraordinaire de Marcel Fontaine. La famille de Pierre était présente, tout comme Amélie et sa famille. Des représentants du gouvernement ont parlé de justice, même tardive, et de l'importance de ne jamais oublier. Marcel a pris la parole devant l'Assemblée, sa voix encore rauque, mais plus forte qu'avant. Il a parlé de Pierre, un ami qu'il avait à peine connu mais dont la mort avait défini toutes ces années de sa vie. Il a exprimé son regret de ne pas avoir été assez courageux pour revenir témoigner plus tôt, même si intellectuellement il comprenait pourquoi il avait pris cette décision. Il a remercié sa fille Amélie pour son pardon et sa patience, admettant qu'il ne méritait peut-être pas une seconde chance, mais qu'il était déterminé à ne pas la gaspiller. Les journalistes présents ont documenté chaque mot, mais cette fois Marcel ne se sentait pas envahi. Il comprenait maintenant que son histoire, aussi douloureuse soit-elle, avait du sens pour les autres. Elle parlait de choix impossibles, de sacrifices, de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Si son calvaire pouvait inspirer ou enseigner quelque chose à quelqu'un, alors peut-être que toutes ces années n'avaient pas été complètement perdues. Dans les mois qui ont suivi, Marcel a développé une routine. Il se levait tôt comme il l'avait toujours fait dans la forêt et travaillait dans son jardin. Il préparait ses propres repas avec les légumes qu'il cultivait, trouvant du réconfort dans l'autosuffisance partielle. L'après-midi, il lisait, rattrapant des décennies de livres et d'actualités qu'il avait manquées. Le soir, il regardait souvent les étoiles, cette connexion avec son passé lui apportant une paix étrange. Amélie venait déjeuner avec lui tous les dimanches, établissant une nouvelle tradition familiale. Ils cuisinaient ensemble, Marcel montrant à sa fille des techniques de cuisine rustique qu'il avait développées, Amélie lui enseignant des recettes modernes et l'utilisation d'appareils électroménagers qui semblaient magiques à ses yeux. Ces moments étaient précieux, tissant lentement les fils d'une relation qui avait été si brutalement coupée. Les petits-enfants de Marcel, Lucas et Marie sont devenus particulièrement proches de lui. Pour eux, leur grand-père était une figure presque mythique, un homme qui avait vécu dans la nature comme les héros des histoires d'aventure. Marcel leur enseignait patiemment, les emmenant en promenade dans les bois, leur montrant comment respecter la nature tout en comprenant ses dangers. Ces jeunes représentaient pour lui une forme de rédemption, une chance de transmettre quelque chose de positif malgré tout ce qui s'était passé. Un jour de printemps 2026, Amélie est venue voir Marcel avec une proposition inhabituelle. Elle avait été contactée par une organisation environnementale qui voulait que Marcel devienne porte-parole pour la conservation des forêts. Son histoire unique, sa connaissance intime de la vie forestière et sa capacité à survivre dans la nature en faisait un ambassadeur idéal pour sensibiliser le public à l'importance de préserver ces espaces sauvages. Marcel était hésitant. Parler en public, être sous les projecteurs, tout cela le mettait encore mal à l'aise. Mais Amélie a insisté doucement. C'était une opportunité de donner un sens positif à son expérience, de transformer des décennies de survie solitaire en quelque chose qui pourrait aider à protéger les forêts pour les générations futures. Après plusieurs jours de réflexion, Marcel a accepté. Il a commencé à donner des conférences, d'abord petites et locales, puis progressivement plus importantes. Il parlait de son expérience non pas comme une aventure romantique, mais comme une leçon sur la dureté et la beauté de la nature. Il expliquait comment la forêt lui avait à la fois pris et donné, comment elle l'avait maintenu en vie tout en le tenant prisonnier. Son message était puissant. Les forêts sont vitales. Elles sont des écosystèmes complexes qui méritent notre respect et notre protection. Mais elles ne sont pas des terrains de jeu. Elles exigent humilité et préparation. Les audiences étaient captivées. Marcel ne parlait pas comme un conférencier professionnel avec des diapositives élaborées et des statistiques. Il parlait avec l'autorité brute de quelqu'un qui avait vécu chaque mot qu'il prononçait, ses mains calleuses, son visage marqué par des années d'exposition aux éléments, son regard qui portait encore l'ombre de la solitude, tout cela rendait son témoignage incontestablement authentique. 2 ans après sa découverte, en octobre 2026, Marcel a fait quelque chose de remarquable. Il a organisé une expédition de retour dans la forêt, mais cette fois avec un groupe de jeunes à risque, des adolescents en difficulté que les services sociaux essayaient de réorienter. L'idée était de leur enseigner des compétences de survie de base, mais plus important encore, de leur montrer qu'ils pouvaient surmonter des défis apparemment impossibles. Pendant 3 jours, Marcel a guidé ces jeunes dans la forêt, leur enseignant comment construire des abris, trouver de la nourriture, purifier de l'eau. Il leur a raconté son histoire, non pas pour les effrayer, mais pour leur montrer que même dans les circonstances les plus sombres, l'esprit humain peut persévérer. Les jeunes ont écouté, initialement sceptiques, puis de plus en plus engagés. Ils voyaient en Marcel non pas un vieil homme qui leur faisait la morale, mais quelqu'un qui avait vraiment survécu à l'enfer et en était sorti. Le programme a été un tel succès qu'il est devenu régulier. Marcel, qui avait passé tant d'années seul, se retrouvait maintenant entouré de jeunes cherchant à apprendre de lui. C'était une ironie douce que quelqu'un qui avait fui la société soit devenu un pilier pour ceux qui luttaient à y trouver leur place.
Sa relation avec Amélie continuait à s'approfondir. Ils ont eu des conversations difficiles mais nécessaires, explorant les complexités de ses choix et de leurs conséquences. Amélie a admis qu'une partie d'elle serait toujours en colère contre lui pour les avoir abandonnés, mais une autre partie comprenait la terreur qui l'avait poussée à cette décision. Elle a partagé avec lui des souvenirs de sa mère Claire, lui racontant comment elle avait vécu, comment elle avait aimé, comment elle n'avait jamais cessé d'espérer. Ces conversations étaient douloureuses, mais cathartiques. Marcel pleurait souvent en entendant parler de la femme qu'il avait aimée, la vie qu'elle avait vécue sans lui. Amélie pleurait aussi, libérant des décennies de chagrin comprimé, mais à travers ses larmes, il construisait quelque chose de nouveau, une compréhension mutuelle qui transcendait la douleur. Un jour, Amélie a apporté quelque chose de spécial, les cendres de sa mère. Claire avait été incinérée selon ses souhaits, et ses cendres avaient été conservées, Amélie n'ayant jamais su quoi en faire. Maintenant, elle proposait que Marcel et elle dispersent ensemble les cendres dans la forêt, l'endroit qui avait tant signifié dans leur histoire familiale. Par une claire journée d'automne, Marcel et Amélie, accompagnés de Lucas et Marie, sont retournés dans la forêt. Ils ont marché jusqu'à un endroit que Marcel avait choisi avec soin, une clairière paisible près d'un ruisseau, où les arbres formaient une cathédrale naturelle, et où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles dans des rayons dorés. Là, avec des mots simples mais profonds, ils ont dispersé les cendres de Claire. Marcel a parlé à sa femme pour la première fois en près de 40 ans, lui disant tout ce qu'il n'avait jamais pu dire, combien il l'aimait, combien il regrettait, combien il espérait qu'elle pourrait un jour comprendre et pardonner. Amélie a parlé aussi, remerciant sa mère pour tout, lui disant qu'elle pouvait enfin se reposer maintenant que le mystère était résolu. Alors que les cendres se dispersaient dans le vent, portées par les courants d'air de la forêt, il y avait un sentiment de clôture. Claire était enfin réunie avec l'endroit qui avait pris son mari, et d'une certaine manière, elle les réunissait tous maintenant. La forêt, qui avait été un lieu de séparation et de douleur, devenait aussi un lieu de réunion et de paix. Dans les années qui ont suivi, Marcel a continué son travail de sensibilisation. Il a écrit un livre, avec l'aide d'un écrivain fantôme, détaillant son expérience non pas comme un récit d'aventure glorifié, mais comme un témoignage honnête sur la survie, le sacrifice et les choix impossibles. Le livre est devenu un best-seller, traduit en plusieurs langues, touchant des lecteurs du monde entier. Les revenus du livre ont permis à Marcel d'établir une fondation en mémoire de Claire et Pierre. La fondation soutenait deux causes, la préservation des forêts et l'aide aux familles de personnes disparues. Marcel voulait que quelque chose de positif émerge de toute cette tragédie, que les souffrances qu'il avait causées et endurées puissent au moins servir à aider d'autres. Sa santé, remarquablement bonne malgré tout, a commencé à décliner lentement à mesure qu'il vieillissait. Les années dans la forêt avaient prélevé leur tribut, et son corps, qui s'était si bien adapté à cette vie dure, peinait maintenant à s'adapter au confort moderne. Mais son esprit restait vif, sa mémoire claire, son désir de faire une différence intacte. À l'âge de 68 ans, 5 ans après sa découverte, Marcel a donné sa dernière grande conférence lors d'un sommet international sur la conservation. Devant des centaines de délégués de pays du monde entier, il a raconté son histoire une dernière fois. Mais cette fois, il a ajouté quelque chose de nouveau. Il a parlé du pardon, de la rédemption, de la possibilité de trouver un sens même dans les expériences les plus sombres. Il a dit que si lui, un homme qui s'était caché dans la forêt pendant 37 ans par peur et par erreur, pouvait encore contribuer positivement au monde, alors personne n'était au-delà de la rédemption. Son discours a reçu une ovation debout qui a duré plusieurs minutes. Beaucoup dans l'audience pleuraient, touchés par la vulnérabilité brute et l'honnêteté de cet homme qui avait traversé tant de choses. Ce soir-là, de retour dans sa petite maison à la lisière de la forêt, Marcel s'est assis sur sa terrasse et a regardé les étoiles comme il l'avait fait tant de nuits auparavant. Mais cette fois, il n'était pas seul. Amélie était là, avec Lucas et Marie. Ils ont parlé doucement, partagé des histoires, ri même. Marcel a réalisé que malgré toutes les années perdues, malgré toutes les erreurs et les douleurs, il avait trouvé quelque chose de précieux. Une famille qu'il aimait, un but qui donnait un sens à sa vie, et une paix intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, les mêmes étoiles qui avaient été ses seules compagnes pendant tant d'années de solitude. Mais maintenant, elles ne représentaient plus l'isolement. Elles représentaient la continuité, le fait que même dans les moments les plus sombres, il y avait quelque chose de constant, de beau, qui nous rappelait que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Marcel Fontaine, l'homme qui avait disparu dans la forêt en 1987 et qui en était ressorti en 2024, avait finalement trouvé son chemin de retour, non seulement vers la civilisation, mais vers lui-même. Son histoire n'était pas simplement celle d'une survie physique remarquable, mais d'une survie émotionnelle et spirituelle contre toute attente. Il avait perdu tant de choses,
des années qu'il ne pourrait jamais récupérer, une femme qu'il ne reverrait jamais. Mais il avait aussi gagné quelque chose, la connaissance que l'amour peut transcender le temps et la distance, que le pardon est possible même dans les circonstances les plus difficiles, et que tant qu'on respire, il n'est jamais trop tard pour essayer de faire amende honorable. Et tandis que la nuit s'approfondissait et que sa famille l'entourait de chaleur et d'affection, Marcel a fermé les yeux et a souri. Pour la première fois depuis ce terrible jour d'août 1987, il se sentait vraiment en paix. La forêt l'avait gardé en vie, mais c'était l'amour qui lui avait finalement permis de vivre à nouveau.